Donc merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très contente d'être là et j'espère que je vais pas trop parler pour qu'on puisse échanger. Donc je vais essayer effectivement de vous présenter les travaux que j'ai menés. Et, j'en ai mené une partie d'ailleurs avec Samuel qui est dans la salle sur les questions de risque, d'incertitude. Et le propos que je vais vous présenter, il est fortement intégré à une démarche de recherche-action ou de recherche embarquée auprès des gestionnaires de risques, aussi bien auprès des gens en charge de la prévention sur les territoires que dans des cellules de crise et sur différents terrains de recherche, le terrain parisien, le sud-est de la France et puis plus récemment les Antilles. Alors effectivement, comme l'a dit Mathieu, comme ça. C'est bon. Comme l'a dit Mathieu, donc moi au départ, je travaille sur les catastrophes naturelles, ou plus exactement ce qui se situe en amont des catastrophes naturelles, c'est-à-dire les risques, ce qu'on appelle les risques, les situations de menace qui font que on a effectivement des catastrophes qui peuvent survenir à la suite. Alors moi j'ai travaillé essentiellement sur des événements qu'on dit naturels, des événements biophysiques, inondations, séismes, volcanisme. Et puis au cours de mes travaux, j'ai vu émerger deux choses qui m'ont alertée. La première, c'est que les risques sur lesquels je travaillais produisent des catastrophes qui sont a priori localisées, c'est-à-dire que vous avez un événement dommageable qui arrive, qui se produit sur un territoire, et ces risques vont frapper une surface, une portion de la surface terrestre, plus ou moins étendue. Il se trouve que, notamment au cours de mon travail de thèse, j'avais constaté l'émergence d'abord d'un terme que je pensais au départ traduit de l'anglais, le terme de menace, qu'on retrouve effectivement en anglais avec threat. Donc je me disais c'était une manière commode de désigner les processus ou les situations qui venaient du vocabulaire courant. Et il se trouve que au moment où je rédige mon HDR, le philosophe Dominique Bourg publie un colloque, enfin les actes d'un colloque à Cérisy, où le terme de menace est employé à dessein et théorisé pour montrer justement qu'on n'est plus dans une situation de risque mais de menace. Et donc j'ai commencé à travailler à travers ce prisme-là pour comprendre en fait quelle était la différence entre menace et risque, pourquoi on parlait de menace et de risque. Et puis on entendait de plus en plus en géographie l'idée que on faisait face à des menaces alors mondiales mais surtout globales et planétaires. Le terme de global était d'ailleurs utilisé en anglais. Et donc on savait jamais trop si c'était mondial, planétaire, systémique, mais très vite il est apparu qu'en fait un certain nombre d'événements ou de risques étaient effectivement appréhendés à partir de ce prisme. Alors le plus connu c'était à l'époque la menace environnementale, le changement climatique global, le réchauffement global, sans qu'on sache d'ailleurs trop ce que ça signifiait, puisqu'on était toujours dans ces tensions en géographie entre oui, mais alors quelle est la part du local dans le global, du global dans le local, est-ce qu'il faut parler de local? Il y avait aussi ces menaces financières qui ressemblaient beaucoup à cette idée de dimension surfacique, c'est-à-dire une crise d'abord localisée et puis qui se diffuse à l'ensemble de la planète. Et j'avais récupéré dans mes travaux au départ l'idée de crise systémique qu'on trouve en économie, pour voir si on pouvait la transférer à la question des crues de la Seine. Et puis des menaces géopolitiques aussi qui étaient intéressantes parce qu'elles étaient à la fois localisées et puis de plus en plus transnationales. Et au moment où je rédige mon HDR, on est dans le temps des attentats, des attentats qui frappent Paris, et il se trouve qu'on voit on voit une réflexion qui émerge sur la distinction entre Al-Qaïda et l'EI, l'Al-Qaïda qui serait plutôt mondiale, une sorte de franchise mondiale à la McDo, et puis l'EI qui lui remet en cause la question des frontières, qui a plutôt une vision transnationale, tout en étant ancré sur un territoire avec l'idée d'un État. Donc ces questions de vocabulaire m'ont interrogé, et c'est à partir de là donc que j'ai construit cet HDR avec finalement presque une validation au moment de la crise Covid.
C'est-à-dire qu'au moment de la crise Covid, ce qu'on voit, c'est que cette idée de mondial, de global, apparaît dans l'analyse qu'en font les observateurs, avec d'ailleurs des choses assez intéressantes sur l'iconographie. Cette iconographie de la planète. Iconographie de la planète qui était déjà très présente dans l'iconographie sur les menaces environnementales. Et donc on voit bien ici qu'on a deux visions. La première vision, c'est le monde tel qu'on le connaît, le monde divisé en États, et on voit bien cette terre fragmentée. Et cette menace Covid, finalement, qui est en lien avec la mondialisation des économies, des flux, et cette idée de diffusion. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est mais en quoi cette crise est, par exemple, différente de ce qu'on pourrait avoir avec la peste au Moyen-Âge. On a aussi des mécanismes de diffusion à l'échelle, en tout cas, d'un monde d'un monde européen, occidental, qui fait unité. Et puis, on voit aussi que derrière cette crise mondiale, ce qu'on appelle mondiale, en fait, il y a un système beaucoup plus vaste, qui est un système qui est organisé cette fois-ci de façon effectivement transnationale, où finalement la question des frontières et des nationalités, en tout cas dans le processus de diffusion, n'est pas exactement la même. Et puis ce qui est intéressant, c'est que très vite dans cette crise apparaît aussi l'idée de systémique, de crise systémique, avec la conscience qu'un événement au départ localisé, non seulement peut se diffuser spatialement à l'ensemble de la planète, alors avec des rythmes différents qui correspondent d'ailleurs assez précisément au degré d'intégration des territoires dans la mondialisation, mais qui surtout va entraîner des effets en chaîne, des conséquences en chaîne, avec des effets qui sont décalés dans le temps et dans l'espace, y compris des rétroactions. C'est-à-dire que, à partir d'une menace au départ épidémique, d'un risque épidémique, vous allez avoir des conséquences économiques, des conséquences sociales, des conséquences politiques, avec géopolitiques même, avec des effets de rétroaction qui font que très vite, les conséquences de cet événement initial deviennent imprévisibles ou imprédictibles, et que plus on s'éloigne du temps d'impact, d'ailleurs qu'on n'est pas tout à fait capable de localiser, d'identifier, plus en fait vous vous trouvez avec des événements dont on n'est plus capable de faire la part entre qu'est-ce qui relève directement du Covid et puis qu'est-ce qui est aussi lié à des facteurs locaux, à des facteurs régionaux et à des facteurs qui n'ont plus rien à voir avec le Covid. Et ça, c'est exactement ce que moi j'avais constaté sur mes crues de la Seine. C'est-à-dire qu'en fait, sur les crues de la Seine, on a effectivement une paralysie complète du système métropolitain, de tout ce qui fait la ville, aussi bien des systèmes socio-techniques que des systèmes sociaux, que des organisations économiques. On peut s'attarder sur les réseaux, on peut s'attarder sur les bâtiments. Enfin, quelle que soit on peut en fait considérer cette métropole parisienne comme un système, lui-même intégré dans d'autres systèmes, et constater des effets de rétroaction, de contagion, avec au bout d'un moment des conséquences dans le temps et dans l'espace qui sont complètement décalées, des gens qui verront pas une goutte d'eau, qui seront peut-être situés à des centaines de kilomètres du point d'impact, et qui finalement se retrouvent avec des effets directs sur eux de la crise. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du temps où je présentais ces sujets de crise, de catastrophe sur la Seine, je finissais par dire que la crue de la Seine n'était pas un risque naturel, c'était une panne généralisée. C'est-à-dire qu'en fait, à partir d'un aléa naturel, vous aviez une congestion totale des réseaux techniques, électricité, gaz, transport, etc., qui crée une crise économique, sociale, humanitaire, probablement politique, et qui finalement ne rentrait plus dans les cadres de la catastrophe traditionnelle. Or, ce qui ressort de la crise Covid et ce qui était déjà très présent dans la crue de la Seine, alors même que cette crise n'est pas encore arrivée, mais ce que j'avais aussi constaté en travaillant sur la crise d'Irma, vous vous souvenez peut-être, ces ouragans qui ont dévasté les Antilles, c'était que le mot d'incertitude revenait systématiquement, au singulier ou au pluriel. Ce mot d'incertitude était devenu un leitmotiv qui justifiait à la fois l'inaction. C'est ce que vous trouvez dans le changement climatique. Aujourd'hui, quand vous regardez les causes de l'inaction qui ont été théorisées dans pas mal de papiers qui ont étudié ça, les moteurs de l'inaction, on n'est plus dans du climato-scepticisme crasse. Enfin, il y en a encore quelques-uns, enfin c'est plutôt rare. Mais aujourd'hui, ce qu'on a, c'est on ne sait pas, il y a beaucoup d'incertitudes, donc on n'agit pas. C'est exactement la même chose sur la crue de la Seine. C'est-à-dire qu'en gros, on ne sait pas, donc on ne fait pas.
Et c'est pareil sur le Covid. Ah ben on ne sait pas. Alors cet argument de l'incertitude, il est très intéressant parce que la première question qu'on peut se poser, c'est de se dire qu'est-ce qui se cache derrière l'incertitude. Est-ce que le fait de ne pas, par exemple, connaître la nature des contaminations, la manière dont on se contamine, de ne pas connaître la manière dont le virus se propage, est-ce que c'est du même ordre que de ne pas avoir anticipé, alors qu'on avait des alertes, le fait qu'une pandémie pouvait arriver? Est-ce que le fait qu'on ne sache pas comment le virus est né, est-ce que c'est le pangolin, le laboratoire chinois ou l'affaire des Martiens, peu importe, est-ce que ça c'est de la même nature que le fait de ne pas savoir comment traiter ce virus? Et un des sujets qui a émergé et qui a réémergé à ce moment-là, c'est celui de justement cette perception de l'incertitude. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des médias, des politiques, des gens dans les enquêtes qui étaient menées, qui parlaient d'incertitude comme si aujourd'hui, finalement, on revenait dans une société où l'incertitude avait été réduite à son maximum du fait de la technique, de la science, de tout ce qu'on veut, et on revenait dans ces temps à l'aveugle, on était obligé de décider à l'aveugle. Et là, je me disais quand même, quand vous lisez Jean Delumeau sur la peur en Occident, quand vous lisez tous les travaux des historiens, vous vous dites, mais ok, mais enfin, au Moyen-Âge, l'incertitude, voilà quoi. Quand arrive le cyclone en Guadeloupe en 1929, on ne sait pas que le cyclone arrive. Alors sûrement, on avait une incertitude sur la trajectoire, enfin quand même, on était en alerte dès le dimanche, voire le vendredi. Or, les premières alertes arrivent le vendredi, les remontées se font le vendredi, le mardi, le cyclone arrive. Entre-temps, certes, il a augmenté de violence, mais voilà, c'est dans un processus qui est quand même assez connu. Et dès qu'on interroge les gens, ils vous disent « Ah, on ne savait pas, il y avait de l'incertitude. » Désolé, on n'est pas du tout dans la même situation que dans l'incertitude. Et donc, une des premières questions qui se posent, c'est est-ce qu'on est dans une société, comme le disait Beck, où tout devient risque, quand vous vous levez le matin, le poulet, c'est peut-être du risque, traverser la rue, c'est du risque, vivre, c'est du risque, prendre l'avion, c'est du risque, tout devient risque. On a appris maintenant que se faire la bise, c'était un risque, que l'adolescence est un risque, la vieillesse est un risque, le mariage est un risque, tout est risque. Et là maintenant, tout est incertitude. Et donc, est-ce que c'est une perception accrue et déformée d'une réalité ou une prise de conscience peut-être du fait que nous sommes habitués à ce que cette incertitude soit, entre guillemets, maîtrisée, et dans maîtriser, on peut jouer avec les mots, maîtriser MAI ou maîtriser ME, on peut la mesurer, ou bien, est-ce que c'est qu'il se passe quelque chose de nouveau? Et si ce nouveau est là, qu'est-ce que c'est? Alors pour ça, j'ai essayé de travailler de façon assez empirique à partir des entretiens et des observations que j'avais pu faire, notamment en cellules de crise, notamment sur des retours d'expérience, notamment aussi à partir d'analyses de littérature grise, sur ce que recouvrait la notion d'incertitude dans le domaine des risques et des crises. Ce qui est intéressant, c'est que, en gros, j'ai pu identifier quatre pôles, on va les appeler comme ça. L'incertitude, d'abord, elle peut être liée à l'inconnu. Je ne connais pas parce que je n'ai pas les données, je n'ai pas la connaissance scientifique. Elle est très bien connue, cette incertitude, justement, elle a été beaucoup théorisée en philosophie notamment, l'incertitude épistémologique qui fait qu'en gros, à partir du moment où vous vous dotez d'instruments de mesure, d'acquisition de données, qui font d'ailleurs le fait qu'à un moment la science peut être là, elle peut être réductible. Et donc, en gros, on tend de façon presque asymptotique vers la réduction de cet inconnu. Ce sujet, par exemple, il est fondamental quand on travaille sur le climat. Un des leitmotifs du Haut Conseil pour le climat, c'est de dire, dotons-nous des instruments de mesure pour savoir. On peut connaître, et aujourd'hui, effectivement, quand on voit l'évolution à la fois de l'appareillage scientifique, des modèles de connaissances, on voit bien qu'on est capable, sur l'aspect physique, d'avoir une réduction de plus en plus grande de l'inconnu. La question qui se pose, c'est pourquoi on ne fait pas la même chose sur le social. Et par exemple, sur le social, on n'a absolument pas l'équivalent en termes de données, à la fois sur les collectifs et les individuels, qui permettrait justement de réduire ces inconnus. Il y a ensuite l'aléatoire. Alors l'aléatoire, pour des gens qui font des mathématiques ou pour des gens qui font de l'économie, évidemment,
ça relève pas de l'incertitude parce que justement, c'est une façon de maîtriser par la mesure l'incertitude. Il se trouve que pour un gestionnaire, l'aléatoire, c'est de l'incertitude. Comment je prends une décision quand, voilà, si on vous dit vous avez 50% de chance de tuer la moitié de la population ou 50% de chance de la sauver, qu'est-ce que je prends comme décision? Vous avez ensuite l'imprévu et l'imprévisible. Alors ça, c'est l'ordinaire de la crise. Tous les gestionnaires vous disent, en fait, ce qu'on appelle incertitude, chez nous, c'est l'imprévu, mais on sait le gérer, parce qu'on est habitué, on a des routines pour faire face à ça. Et puis, vous avez l'imprédictible. Ce qu'on n'est pas capable de prévoir, ce qu'on n'est plus capable de prévoir, parce que nos systèmes sont chaotiques, parce qu'en fait, la complexité de nos sociétés, et je reviendrai derrière, et de nos systèmes économiques, sociaux, etc., fait qu'à un moment donné, on n'est plus en capacité d'avoir même une métrique ou une assignation à des scénarios de ce qui peut se passer parce qu'il y a trop de paramètres, parce qu'à un moment, c'est comme dans le billard, hein, la moindre erreur au début ou le moindre écart au début fait qu'au bout de X coups, vous vous retrouvez avec des possibilités évidemment infinies. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans ces crises systémiques, eh bien, l'inconnu, l'imprévu et l'imprévisible se nourrissent les uns des autres, s'hybrident, et qu'ils deviennent des impensés. Ils deviennent des impensés, et là, il y a une vraie question scientifique à creuser, c'est est-ce que, à un moment donné, des individus sont en incapacité, ou des collectifs d'ailleurs, des organisations, sont en incapacité même d'affronter cette incertitude? Est-ce que c'est lié à un biais cognitif, et on a beaucoup travaillé sur cette perception des risques? Ou est-ce que derrière, effectivement, il y a des effets de structure aujourd'hui qui empêchent de penser ces choses-là? Typiquement, la perception des signaux faibles, l'anticipation, la question de la prise en compte des alertes, de la remontée des alertes. C'est aujourd'hui un des points faibles qui est signalé dans tous les rapports d'inspection de l'IGA sur les crises qu'on a connues, qui n'est jamais traité. Et pour l'avoir vécu de l'intérieur, effectivement, les alertes ne remontent pas. Les signaux faibles ne remontent pas et ne sont pas perçus. Et quand on vous dit oui, depuis des années, les scientifiques ont alerté sur les coronavirus. Oui, depuis des années, les scientifiques ont dit attention. Oui, il y avait des tas de signaux qui disaient attention, le Covid, ça peut piquer. Quand les gens vous disent à Matignon ou à l'Élysée, je ne savais pas, je ne voyais pas, c'est réel. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai effet de sidération. Et on a vu la même chose pour Irma. Et pour le climat, c'est exactement pareil. Pour le climat, vous êtes aujourd'hui face à un paradoxe où une part, maintenant, largement majoritaire de la population a conscience du changement climatique. Et pourtant, quand vous discutez avec les ministres, leur cabinet, ce qu'on fait beaucoup au Conseil pour le climat, vous vous rendez compte qu'il y a encore un effet de sidération et que quand vous commencez à rentrer dans le détail de ce qui pourrait se passer, les gens sont extrêmement surpris. On a fait le test avec le Haut Conseil. Si vous regardez le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, vous avez des cartes sur l'adaptation. La géographe est passée par là. Ces cartes-là ont eu un effet absolument incroyable sur nos interlocuteurs. Et quand les personnes à qui on a présenté le rapport, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie, dans la chaîne de commandement, on leur a montré le rapport, ils ont regardé la carte et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Et c'est assez impressionnant de voir comment, en fait, cet effet psychologique se fait. Alors, j'avance un petit peu. Ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, dans tout ça, il y a quand même ce sujet de l'incertitude qu'on dit radicale. Autrement dit, est-ce que finalement, on n'a pas une part des incertitudes qui peut être rattachée à ce qu'on connaît déjà, mais qui va être amplifiée ou subvertie par des effets de structure, par des biais cognitifs, par des effets aussi conjoncturels, parce que les sociétés ont tenté dans un... Voilà, et donc, ce qui montre bien que tout est situé, daté et localisé. Est-ce qu'on n'a pas quand même des effets structurels qui font qu'à un moment, on a effectivement une incertitude radicale? Cette incertitude radicale, elle est très discutée, notamment chez mes collègues sociologues. Certains disent qu'effectivement elle existe, d'autres disent qu'en fait ce n'est qu'une façon de renommer à nouveau l'incertitude telle qu'elle est fabriquée par les sociétés. Toujours est-il que le sujet est le suivant. Nous avons aujourd'hui des systèmes, effectivement, des systèmes au sens fort, où vous avez des interconnexions, des interpénétrations et des effets de rétroaction multiples, qui sont liés en particulier à la transformation des sociétés, non pas tant par la mondialisation que par la globalisation. C'est-à-dire ces effets de transnationalité, de ce qu'on appelle en géographie le transscalaire, qui fait qu'à un moment, vos échelles interagissent entre eux, que vous ayez des multiples systèmes de systèmes. Et pour vous le dire très concrètement,
Qu'est-ce que c'est que la complexité par rapport au compliqué? Jusqu'à très récemment, on pouvait dire que c'était compliqué. Compliqué, c'est l'éventail. En latin, vous savez, un compliqué, c'est vous plier ensemble, vous déplier. Donc quand on a un problème, on déplie le problème et on l'analyse, c'est-à-dire qu'on découpe en plis. On a tous fait ça. Hein. On réduit le problème à sa portion. C'est ce qu'on fait en tant que chercheur. On a un gros problème et puis on le divise en petits bouts et puis à la fin, on a des petits bouts qui sont appréhendables et à la fin, on fait la synthèse. Et si vous faites la synthèse du pli, vous avez expliqué, c'est-à-dire que vous avez déplié, vous remettez ensemble, ça fait un éventail. Le complexe, c'est quand c'est tissé ensemble. Et c'est un tapis. Et si vous commencez à essayer de découper le tapis, vous n'avez plus de tapis. Et si vous commencez à tirer sur le fil du tapis, vous n'en avez plus. C'est le bon mythe de l'encyclopédie, vous savez, où il faut bien rentrer dans le cercle à un moment donné. Et c'est donc toute la difficulté des approches qu'on a aujourd'hui. Et en fait, cette complexité, elle est abordée par les opérationnels, par deux lexiques. D'un côté, l'idée de désiloter, c'est le grand mot à la mode, il faut désiloter, il faut casser les silos, il faut faire de la transversalité. Alors le silo a remplacé le transversal, hein. Dans le développement durable, il faut transversaliser, il faut intégrer, faire de la gestion intégrée. Maintenant, il faut désiloter. Et globalement, c'est la même idée. Et puis de l'autre côté, vous avez cette idée que finalement, il faut faire du systémique. Sans même se poser la question d'ailleurs de savoir si ça fait réellement système. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre des petits bouts, par exemple, d'une ville pour les mettre ensemble et dire j'ai fait un système. Et souvent, les démarches systémiques qu'on applique en SHS, en fait, c'est de la systémique par métaphore. Parce qu'effectivement, on n'a pas conscience que la systémique, c'est une modélisation qui va d'emblée réduire par des choix, évidemment, la complexité du système. On ne touchera pas à tout. Toujours est-il que dans ce contexte d'incertitude, de perception ou de réalité de l'incertitude, effectivement, nos cadres de gestion sont complètement bouleversés. Alors, de tout temps, les hommes, comme disent nos étudiants en dissertation, on est bien d'accord que mon propos n'est pas dire ici que nous nous sommes levés un matin de 2019 pour découvrir que l'incertitude existait. Hein, c'est ce que je vous disais. Simplement, effectivement, dans le passé, l'incertitude était réglée, ou en tout cas le rapport à l'incertitude était appréhendé par les sociétés humaines avec des dispositifs qui d'ailleurs ont été fortement critiqués pendant des années par les gestionnaires. Je pense par exemple à tout ce qui était les dispositifs religieux qu'on a qualifiés de superstitions et qui ont été réhabilités. Je pense en particulier à des travaux d'historiens qui ont montré par exemple le rôle de la procession dans les mécanismes de gestion de crise. En ce que par exemple la procession permettait d'abord d'affirmer la présence d'un pouvoir, de réaffirmer la présence d'un pouvoir et de reconstruire un corps social autour d'une cohérence par la démonstration de ce corps qui faisait d'ailleurs primer l'ensemble sur l'individu. Il y a, et vous en avez sûrement entendu parler, là je vous renvoie aux travaux notamment de la sociologue Soraya Boudia, elle a écrit dans l'ouvrage dont je parlais de Dominique Bourg un chapitre absolument lumineux sur le sujet, et ça a été évidemment beaucoup traité par d'autres, notamment dans la lignée des travaux de Foucault. L'idée que finalement, vous le savez, hein, le risque est quelque chose c'est un produit de la modernité. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le risque est un produit de la modernité? Vous avez les travaux d'Ewald, évidemment, de Calon, de Beck, je vais sûrement les connaître, mais c'est surtout l'idée que, en gros, la modernité, elle repose sur 3 piliers. L'État, les sciences et la technique, et le marché. Et ce qui distingue l'époque moderne en Occident, c'est la mise en place de la catégorie du risque, qui est en fait une manière, un dispositif, au sens vraiment foucaldien du terme, de maîtriser l'incertitude. C'est-à-dire qu'en gros, l'État, le pouvoir politique, va construire sa légitimité dans une sorte de contrat social qui garantit la sécurité des citoyens. C'est pour ça que les citoyens acceptent de déléguer leur pouvoir. Et on voit bien que dans toutes les crises, la première préoccupation, c'est de montrer que l'autorité de l'État est là. À partir du moment où l'autorité est défaillante, le pacte social s'effondre. C'est ce qu'on a pu voir par exemple à Katrina. Quand vous êtes sur Saint-Martin, après le passage d'Irma, la première chose que font les gendarmes, c'est de remettre l'uniforme. Et la première question qu'ils se posent, c'est est-ce qu'on met du vert ou est-ce qu'on met du bleu? Ce sont des militaires. Le vert, ça voudrait dire qu'on est dans une situation de crise telle qu'effectivement, on est au bord de la rupture de la faillite de l'État. Donc, on remet du bleu. Il faut quand même vous imaginer, il n'y a plus rien sur l'île, ils sont dans une situation, voilà, ils vont chercher l'uniforme, et un des premiers trucs qu'on fait, c'est on remet le bleu, et on taxe sur les voitures, gendarmerie, on colle,
pour que la présence de l'État soit à nouveau visible. C'est pareil sur quand vous avez les tweets, par exemple, vous êtes en pleine crise, on vous tweet la cellule de la préfecture, c'est pour montrer que dans le désastre, il y a une présence de l'État. Derrière, évidemment, la modernité s'appuie sur la science. Cette science, justement, qui va servir à réduire les inconnus. Donc, à ne plus aller à l'aveugle. Cette science qui va servir aussi à apporter des indicateurs pour avoir des métriques qui vont permettre de réduire l'incertitude par le calcul de probabilité. Et puis, vous avez le marché. Cette logique du marché qui est fondamentale, et alors là, pour le coup, il faut regarder la gouvernementalité chez Foucault, mais c'est l'analyse coût-bénéfice. L'analyse coût-bénéfice qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, sur le changement climatique, on va vous demander systématiquement quel est le coût et le bénéfice du changement climatique. Comment est-ce qu'on calcule les coûts évités? Et la réponse est, on ne sait pas. Et on retombe du coup sur une incertitude qui est en fait une inconnue méthodologique. Et alors, vous voyez, ça se passe comme ça. C'est vraiment la mise en risque, c'est-à-dire que la décision doit s'appuyer effectivement sur un temps T par rapport aux connaissances dont je dispose. Eh bien, comment je vais réagir de la manière la plus rationnelle par analyse coût-bénéfice. Alors évidemment, cette analyse coût-bénéfice, elle n'intègre pas que de la monnaie pure et dure, le coût politique de telle décision, le coût social, le coût patrimonial, évidemment. Et ce qui est intéressant là derrière, c'est que ça pose évidemment la question de l'éthique. À partir de quand un gouvernement est-il responsable de l'échec d'une crise? De ne pas avoir fait en amont ce qu'il fallait pour avoir les données, de ne pas, pendant la crise, faire ce qu'il faut pour avoir les données, ou de prendre des décisions avec les données qu'il a au temps T. Comment est-ce qu'on apprécie, a posteriori, une gestion de crise réussie, et sur quel principe éthique, quand on est, entre guillemets, en situation d'incertitude? Alors, pour le faire un peu plus simple, c'est aujourd'hui, en fait, j'avais bien aimé ces images parce que c'était pour montrer un petit peu quel est le dilemme aujourd'hui du décideur. Dans le meilleur des cas, vous êtes dans la situation 1. Vous avez une urne, vous savez, les urnes avec les boules blanches et rouges, alors il faut les mettre à rayures, peu importe, vertes, jaunes, je sais pas quoi. Là, c'est très facile, vous avez du calcul de probabilité, et si vous, voilà, c'est le problème d'éthique classique, vous êtes avec un tramway sur, vous savez, le fameux problème du trolley qui, voilà. On a une probabilité, on sait qu'on prend la décision rationnellement. C'est ce qui se passe en médecine, c'est ce qui s'est passé quand dans les hôpitaux, on a entre guillemets trié, voilà, il avait plus de chance, moins de chance, j'ai un respirateur, comment je fais? Alors ça peut être personnellement très violent, mais d'un point de vue rationnel, le deuxième point, il est un peu plus compliqué. C'est l'urne opaque, vous voyez pas ce qu'il y a dans l'urne. Sauf que à force de tirer des boules, vous finissez par vous dire, bon, je ne tire que des boules rouges et des boules bleues, peut-être que je peux me dire que finalement, il n'y a que des boules rouges et des boules bleues. Le problème arrive avec le signe noir. Vous savez, ce fameux signe noir où effectivement dans l'urne, vous avez une boule noire qui n'était pas brûlée. Mais grosso modo, on arrive quand même à s'en tirer. Aujourd'hui, dans certains cas, on est plutôt sur la hotte du Père Noël. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne savez pas ce que vous allez tirer. C'est ça l'incertitude radicale. La question, c'est est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'on a vraiment des situations dans lesquelles le décideur est dans cette posture? Et pour ça, évidemment, il y a un ensemble de techniques qui ont été mises en place. Le premier, c'est le risque au sens vraiment tel que Knight, tel que les économistes l'ont défini, c'est-à-dire cette incertitude connue, mesurée, transformée et donc assurable. Le deuxième, on a aujourd'hui ce qu'on appelle des probabilités subjectives, par exemple, qui vont permettre de pouvoir un peu le circonscrire. Et notamment, une des façons de le résoudre, c'est la coassurance. C'est le mécanisme, en fait, de mutualisation. Et vous avez, par exemple, aujourd'hui, sur les questions climatiques et environnementales, un retour des discussions sur comment, en fait, on passe de l'assurance classique à des mécanismes de mutualisation, un peu d'assurance collective, qui, justement, intégreraient ces mécanismes-là. Et puis, qu'est-ce qu'on fait sur l'inconnaissable? Est-ce qu'il y a vraiment de l'inconnaissable? Alors, évidemment, tout ça, ça change complètement la donne au niveau des opérationnels. Ce que vous voyez là, c'est l'approche classique du risque. Le fameux aléa, c'est le pot de fleurs. En soi, c'est ni bon ni mauvais. Le pot de fleurs, il décore jusqu'à ce que vous le preniez sur la tête. C'est une menace, effectivement. Mais non, on parle d'aléa parce que cet aléa, on peut avoir sa probabilité d'occurrence, sa fréquence, on est capable de le regarder, et même dans le terme du climat, par exemple aujourd'hui avec les sciences de l'attribution, on est capable de dire si c'est plus ou moins probable.
Vous avez ensuite une situation d'exposition, directe ou indirecte, et puis une vulnérabilité. Si vous n'avez pas les trois en même temps, il n'y a pas de risque de catastrophe. Le monsieur, il met son casque, il n'y a plus de problème. Le monsieur qui a son casque, mais qui n'est pas sous le pot de fleurs, il n'y a pas de problème non plus. Et tout ça, en fait, a donné cette, qui a été essayé d'être formalisé dans cette matrice simplifiée, sur effectivement la prévention du risque de catastrophe. Rappelez-vous, prévenir les risques, ça veut dire au départ risque zéro. Quand on nous rappelle à longueur de temps que le risque de zéro n'existe pas, en fait si, c'est le principe même de nos sociétés, c'est de tendre vers le risque zéro, c'est-à-dire le zéro dommage, et si possible le zéro crise. Dans la pratique, c'est beaucoup plus difficile effectivement parce que, c'est ce que je vous disais, sans rentrer dans le détail de l'inconnaissable structurel qui demanderait à être vraiment investigué, on a aussi des questions qui sont des questions liées à la structure des organisations, de la manière dont l'information circule, de la manière dont la connaissance est produite. Et ça vous donne deux cas de figure différents. Le premier cas, c'est Irma. Irma, où en fait, effectivement, vous avez des alertes. Vous avez un cyclone qui arrive. La mise en alerte, elle est là, mais elle est rendue compliquée d'une part par la façon même dont la gestion de crise est organisée en France, avec, à Paris, des centres de crise qui ne sont pas familiarisés avec les cyclones et qui travaillent très loin, c'est l'éloignement. Et puis sur le terrain, des questions là de proximité liées à l'insularité. En gros, quand vous avez un cyclone, c'est très différent si l'œil vous passe dessus ou si vous êtes sur les côtés. Et parfois, à 100 km, vous avez des choses, même 50, ça peut être extrêmement différent. Or, pour les gens qui étaient sur place, notamment le chef d'état-major de la gendarmerie, il dit clairement qu'en fait, à un moment donné, il a vu, est-ce qu'on positionne les gens à Saint-Martin? Est-ce qu'on les positionne en Guadeloupe? Or, il faut plusieurs heures pour déplacer les populations. Et donc, évidemment, là, la décision, elle se prend, entre guillemets, à l'aveugle. Et donc là, il y a tout un processus, une mécanique de routine qui fait qu'il décide de les laisser en Guadeloupe pour pouvoir les positionner juste après, en prenant en compte le fait qu'on a besoin d'un port et que le port risque d'être détruit et qu'on a besoin d'un aéroport qui risque d'être détruit. Mais entre ce qui se passe en Guadeloupe et ce qui se passe au niveau de la CIC, c'est-à-dire la cellule interministérielle de crise, où là, vous n'avez pas des gens qui, ils sont jamais à la Saint-Martin, ils ne connaissent pas, vous avez déjà des écarts et des transferts d'informations qui fait qu'effectivement, à un moment, parce qu'en fait, il y a une inconnue et une organisation de crise qui n'est peut-être pas forcément adaptée à la nature de l'éloignement, de l'insularité et des problèmes locaux, eh bien, vous vous retrouvez dans une situation où les personnels qui ont géré la crise depuis Paris étaient vraiment dans l'idée qu'on ne savait pas. C'est très différent avec la crue de la Seine. La crue de la Seine, structurellement, on ne peut pas prévoir, du fait de la dynamique même de la formation de ces crues, l'évolution de la montée ou de la descente de l'eau à plus de 72 heures. Or, une crue de la Seine, majeure, c'est 8,60 m, si on prend la crue de 1910. Les dommages, ils arrivent à peu près à 6,50 m. Quand je dis 6,50 m, ça veut dire qu'on commence vraiment à avoir des problèmes sévères, et à 7 mètres, là, c'est paralysé. L'eau monte entre 50 cm et 1 mètre par jour. Autrement dit, quand on va arriver en gros à 5 mètres, il va falloir commencer à prendre des mesures sans savoir si la crue arrivera ou non. C'est-à-dire la grande crue. Si vous prenez ces mesures, il va y avoir du dommage. Parce que déplacer les personnes âgées, vous le savez, fermer des réseaux, du dommage économique, mais aussi du dommage humain. Et si vous ne les prenez pas, ça peut être pire. Et donc là, effectivement, vous êtes dans une situation où il y a une inconnaissance, une non-connaissance structurelle. On ne peut pas prévoir. Et là, le problème, il vient de la perception de cette incertitude. Parce que si nous étions dans une société où, effectivement, il y avait cette culture de l'incertitude, les gens comprendraient que la meilleure solution, ça reste la solution, entre guillemets, rationnelle, de peut-être déplacer pour rien, parce que sur le long terme, ça reste quand même bénéfique. Et que donc l'inaction est plus coûteuse que l'action. Et comme nous sommes dans une société du risque, qui est traversée effectivement par ce basculement vers l'incertitude qui est à la fois perçue et encore pas complètement structurée, on se retrouve dans cette situation où, à chaque fois qu'un décideur doit prendre une décision, il se retrouve face à cette incapacité à transmettre, c'est en fait l'acceptabilité de la décision selon des modèles qui sont les seuls dont on dispose pour décider de façon rationnelle, c'est-à-dire le modèle du risque. Et donc ça, c'est très intéressant parce que, par exemple, du point de vue des recherches en psychologie,
du point de vue des recherches en gestion. C'est d'une violence absolument inouïe pour les décideurs. Et en fait, ça conduit au fait qu'aujourd'hui, on ne décide plus. C'est-à-dire que la décision, les niveaux décisionnels ne décident plus. Ils font de la conduite d'action. Et que la décision est inversée, elle se trouve sur les niveaux locaux qui devraient, eux, faire de la conduite. Et ça, quand vous faites du post-crise et quand vous faites des entretiens post-crise, vous vous rendez compte à quel point c'est d'une violence absolue psychologique pour les personnels qui sont en charge sur le terrain de la conduite, mais aussi ceux qui sont en cellule de crise. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'anticipation. Les niveaux stratégiques ne font plus de stratégie. On est dans de la tactique et de la réaction. Alors derrière, vous avez les discours, et ça, c'est les travaux qu'on a pu mener avec Samuel sur les questions « adaptez-vous, soyez résilients, prenez-vous en main ». D'accord. Mais c'est pas le sujet. Je vous remercie de votre attention.